Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club avec vraiment un gros programme puisqu'on parlera notamment du choc de ce début de saison puisque Liverpool affronte dimanche Manchester City. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno. Salut Bruno. Philippe. Salut Serge. Et puis évidemment Christian qui est dans sa data room et qui nous accompagnera durant toute cette émission. Salut Christian. Bonjour messieurs. On va peut-être commencer l'émission juste avant les matchs d'Europa League de ce jeudi soir, que vous pouvez aussi suivre évidemment sur vos Sport World, de revenir sur le parcours des clubs anglais en Ligue des Champions. 3 victoires pour Chelsea à Milan, pour Liverpool du côté des Rangers, pour Tottenham à domicile face à Francfort. Et un partage, c'est peut-être celui qu'on n'attendait pas. C'était le match sans doute le plus facile, Manchester City, qui ne marque pas pour la première fois de la saison et qui va faire 0-0 du côté de Copenhague. Ça ne va pas, ça ne va pas. On n'a pas vu Haaland. Il n'a pas joué. Moi, je l'ai vu que Mignolet hier. Il n'y avait que pour Mignolet. Donc, mais il n'est plus à Liverpool, Mignolet. Hein. Non. Donc, Bruges va réaliser l'exploit exceptionnel. Un quasi-carton plein pour les clubs anglais. Donc, ça veut dire que le football anglais se porte bien avant les matchs Europa League de ce soir. Bon, ils vont tous se qualifier, mais ça avait mal commencé. Première journée, ça avait été quand même beaucoup plus compliqué avec la défaite de Liverpool, notamment à Naples, qui paraît quand même toujours inarrêtable dans ce groupe. Maintenant, ils ont fait le carton aussi chez les Rangers. Oui. Est-ce que Liverpool n'a pas été mené au score? Si, mais on en parlera un petit peu plus tard, effectivement, parce que c'est une mauvaise habitude du côté des Reds. Allez, on en parle dans quelques instants, mais je vous propose de revoir les 3 plus beaux buts marqués le week-end dernier. C'était la 10e journée. Manchester United's number 7. Number 7, which is incredible, astonishing. 700e but en club pour Cristiano Ronaldo, qui même lorsqu'il commence une rencontre sur le banc, fait parler de lui. Ça là aussi, hein, hier soir. Plus que 300 buts, il rejoint Pelé. Pas mal, hein? Il faut qu'il trouve un bon club là. Mais lui, c'est 700 buts officiels. Ouais. Pelé, voilà, il y avait sans doute... dans le noir, quelques buts dans le noir. Allez, okay. Des comptes qui n'étaient pas bien faits. C'est la gestion de Ten Hag. Oui. Qu'est-il fait avec Cristiano Ronaldo dans les semaines à venir? On sait plus ou moins, non? Au revoir. Au mois de janvier. En attendant, il marque encore des buts décisifs. Ça permet à United de prendre 3 points à Everton et de retrouver la 5e place une semaine après la catastrophe du côté de City. Un match pas trop compliqué pour eux à Goodison Park, il faut bien l'admettre. Hein. Ouais. Ceci dit, ce week-end, c'est l'arrivée de Newcastle à Old Trafford. Ça pourrait être un peu plus costaud parce que Newcastle est en bonne forme. Un autre calibre, tout à fait. Oui. Et puis on pourra voir aussi évidemment Manchester United ce jeudi soir en Europa League face à Omonia Nicosie. Le bilan après la 10e journée, mais seulement 9 matchs joués, puisqu'il y avait eu de mémoire la 7e journée qui avait été reportée après le décès royal. Christian, que peut-on dire de ce bilan? Il y a eu un seul partage le week-end dernier, 34 buts marqués, ça c'est plutôt une bonne moyenne. Un seul partage pour 7 victoires à domicile et 2 victoires en déplacement. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le compteur des 2 joueurs qui sont en tête du classement augmente chaque semaine. C'est de nouveau plus 1 pour Haaland et c'est de nouveau plus 1 pour Kevin De Bruyne en assist. Donc voilà, et au niveau des victoires à domicile, c'est toujours plus de 50%. On est toujours dans le même rythme. Donc de ce côté-là, rien ne change. Mais par contre, nos deux joueurs sont toujours aussi performants semaine après semaine. Et oui, effectivement, Manchester City, le meilleur buteur, Haaland, le meilleur donneur d'assist, la meilleure attaque, la meilleure défense ex aequo avec quelques autres équipes. Et pas premier. Et pourtant, c'est Arsenal qui est toujours premier. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la compétition. Oui, effectivement. Surtout que Manchester City, même si on les adore,
ne soient pas avec 15 points d'avance dans un mois. Non, justement, ça va être difficile. Hein. Oui, mais bon, au rythme où vont les matchs... Oui. Bon, en attendant, City, on va peut-être dire que la saison commence vraiment ce week-end avec le déplacement à Liverpool, mais on va d'abord parler et présenter le premier match qu'on va diffuser, donc aussi sur Divertissez-vous, c'est Brentford-Brighton, on en parle après ceci. Rendez-vous au Community Stadium vendredi, coup d'envoi 21h, Brentford 11e avec 10 points face à Brighton 7e avec 14 points. Alors cette équipe de Brentford a découvert la Première Ligue il y a un an. C'est une équipe pour qui tout le monde en Angleterre a de la sympathie, avec en plus le passage d'Eriksen. Ça a été vraiment une bouffée d'air pour la Première Ligue. Oui, d'abord, un petit point commun avec Leeds. Ils arrivent du Championship et ils explosent la première saison. Ils vont tellement bien. Souvenez-vous le premier match. En plus, un public formidable. Tout le monde se souvient. Lors de la victoire, c'est plus facile d'être sportif quand on gagne. Mais lors de la victoire, lors de la première journée face aux Gunners, ils applaudissent des joueurs en souffrance du côté des Gunners. Souvenez-vous de ça. Donc, toute la sympathie est là par rapport à un club, par rapport à la gestion et puis un dynamisme offensif aussi qui était absolument formidable. Apparemment, aujourd'hui, on en reparlera, ça souffre un peu au niveau défensif. Ça coûte cher en points, évidemment. Ouais, effectivement. Voilà, pour un club qui découvre la Première Ligue, c'est surtout la deuxième saison qui est difficile. On avait eu le cas avec, de mémoire, il y avait eu Huddersfield, il y a eu d'autres clubs avant qui avaient fait Sheffield United, une très bonne première saison. La deuxième est toujours plus compliquée. Ça montre que les autres travaillent, et qu'ils étudient, et qu'ils tirent des leçons de ce qu'ils ont vécu la saison précédente contre ces équipes-là. En général, c'est peut-être pas le cas tout le temps, mais c'est vrai que c'est un peu systématique de voir la deuxième saison plus compliquée pour une équipe qui monte. Alors, on va faire le bilan de cette équipe de Brentford avec Christian, et on va commencer, Christian, par le côté positif. Et le côté positif, c'est plutôt le côté offensif. Ils font partie d'une équipe qui, ils font partie d'une partie de la ligue où, comme vous dites, il faut absolument pouvoir confirmer la deuxième année, la troisième année. Et là, évidemment, ça devient plus compliqué parce qu'il faut commencer à marquer des buts et il faut commencer à marquer des buts de manière dominante. Et ça, pour eux, c'est toujours un problème. Alors actuellement, ils sont toujours très bons dans le jeu direct et dans les phases arrêtées. Et donc, en préparant l'émission, Serge, on avait dit que c'était les critères nécessaires pour une équipe de ce rang pour pouvoir se maintenir au niveau offensif. C'est ce qu'ils font pour le moment. Ils ont 16 buts marqués, ils ont 11 buts dans les critères. Donc les critères pour eux, à ce niveau-là de la compétition, c'est le jeu direct, la phase arrêtée et le penalty. Et là, ils sont bons. Donc espérons que ça continue comme ça. On se souvient quand même des belles victoires, notamment le 4-0 face à Manchester United. De mémoire, c'est 5-2 face à Leeds. On voit ici avec notamment des joueurs comme Ivan Toney, comme Mbeumo, qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à apprécier en Première Ligue. C'est un jeu spectaculaire, plaisant, toujours porté vers l'offensive. Mais maintenant, on les attend un petit peu plus et je pense qu'ils se font assez souvent prendre en contre, par exemple. On va en parler d'ici quelques instants. Ouais. Là, on parlait vraiment de l'aspect offensif. Voilà, il y a des qualités offensives, même s'ils n'ont marqué qu'un but sur les 3 derniers matchs. Et attention, on le disait, c'est une période compliquée. Une victoire seulement sur les 7 dernières journées. Oui, puis il faut tenir ce rythme-là. Quand vous avez des joueurs de grand talent, ce sont des joueurs de grand talent. Si ces joueurs-là ont un petit coup de moins bien à un moment donné, suite à la succession de matchs ou mieux tenus, comment vous faites pour marquer autrement? Oui, et puis Ivan Toney est devenu international. Même s'il n'avait pas joué, il a quand même été sélectionné. On a l'impression que depuis, il a un petit peu de mal à garder les pieds sur terre. Laissez le temps de digérer ça. Ouais. Effectivement. Bon, ça, c'est pour le côté positif, Christian. On va dire que d'un point de vue positif, Brentford est en adéquation avec un club 13e la saison dernière qui veut se maintenir et terminer dans le ventre mou du classement. Par contre, et là il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme, au niveau défensif, ça semble beaucoup plus compliqué. Actuellement, oui, on tire la sonnette d'alarme parce qu'il y a quelques domaines qui sont très importants pour eux, dans lesquels ils ne peuvent pas montrer de faiblesse. La première, évidemment, quand on est une équipe de ce rang-là, on est souvent dans un bloc très bas, donc on encaisse évidemment beaucoup plus sur du jeu dominant et beaucoup moins sur des reconversions rapides. Or, ici, on le voit sur l'infographie, sur les 17 buts encaissés, il y a déjà 4 buts sur reconversion rapide et ils font partie des 3 plus mauvaises équipes dans ce domaine. Alors, le point positif, c'est qu'ils en ont pris 3 contre Newcastle cette semaine, donc c'est pas encore trop grave, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme. Il faut faire attention, c'est quelque chose qu'ils utilisent pour marquer des buts contre des adversaires plus huppés. Ici, ils ne peuvent pas se faire prendre à leur propre jeu et être dans des situations comme ça s'est passé ce week-end à Newcastle, où là, il y a des pertes de balles, il y a des mauvaises sorties de balles et ils prennent des reconversions rapides. Donc là, attention, on va voir dans les prochaines semaines s'ils vont pouvoir rectifier le tir et éviter d'encaisser des buts comme on voit ici. Ça sont
sont des buts ridicules. Ça sert à rien de travailler pendant des semaines et des semaines pour essayer de construire quelque chose et puis de tout gâcher en 3 ou 4 actions. Donc attention aux reconversions rapides dans les matchs à venir et notamment contre Brighton. Et sur les deux des 3 buts qu'on voit, les 3 buts sont des erreurs individuelles, mais sur 2 des 3 buts qu'on voit, c'est la relance. Attention à ne pas croire trop vite que vous êtes une grande équipe. D'abord réussir ce qui est simple et à partir de là grandir. Là, ce sont des pertes de balles, mais qui vous coûtent tellement cher. Ouais. L'année passée, ils avaient aussi vécu une période difficile, mais c'était au début de l'année, en janvier-février, si je me souviens bien. Donc aujourd'hui, ça vient plus tôt. Ouais. Maintenant, il y a un gros événement qui arrive. Oui, mais il y a un gros événement qui arrive qui va leur permettre peut-être de remettre les choses à plat. Ils n'ont pas tant de joueurs que ça qui vont être partis à ce moment-là, donc il y aura moyen de travailler et peut-être de repartir en janvier sur un meilleur pied et avec les qualités qu'ils ont, offensifs, mais en défense, il faut travailler. On a beaucoup parlé, Christian, de Brentford et des data, parce que apparemment le recrutement se fait sur base des data, donc des données, mais aussi de cette capacité à analyser les phases arrêtées. Alors on attendrait sans doute un petit peu plus d'une équipe qui fait ça, parce qu'on le voit au niveau défensif aussi, les phases arrêtées, ça peut être une des faiblesses de cette équipe. C'est aussi important de surprendre l'adversaire de manière offensive et pouvoir anticiper ce que l'adversaire pourrait faire sur phase arrêtée. Et là, pour le moment, c'est pas le cas puisqu'ils sont dans les 4 plus mauvaises équipes à ex-aequo. Sur corner, il y a déjà 4 buts encaissés sur corner. C'est énorme à ce moment-ci de l'année. Pour une équipe de ce rang-là, ils peuvent pas se permettre d'être aussi faibles dans ce domaine-là, sachant que beaucoup de personnes, beaucoup de gens du staff qui ont travaillé à Brentford sont maintenant dans des grands clubs. Donc là, il faut absolument rectifier ce domaine-là parce que sinon, il va y avoir énormément de problèmes. Alors, qui dit phase arrêtée et corner, dit aussi jeu de tête. Pas tout le temps, mais quand même la plupart du temps. Ça va de pair, évidemment, puisque que ça soit sur centre ou que ça soit sur phase arrêtée, le jeu de tête est très important en Angleterre, on l'a souvent dit. On le voit ici, ils sont l'équipe la plus mauvaise dans ce domaine-là, dans le jeu de tête, avec 6 buts encaissés. C'est quelque chose qu'il faut rectifier. Donc, la reconversion rapide, le jeu de tête, la phase arrêtée, ça commence à faire beaucoup de choses et on va encore voir un élément supplémentaire après qui va les empêcher en fait de développer un jeu offensif différent. Mais voilà, il y a une mise en place à faire et c'est comme dit Bruno, je pense que c'est très intéressant ce que Bruno a dit. Il faut pas croire à un certain moment que parce que on est une équipe sympa, parce que on étonne en gagnant des matchs importants contre Manchester United, qu'il faut se croire plus beau que l'on est. Ça reste une équipe qui fait le nombre dans la ligue. C'est pas une équipe qui peut revendiquer aujourd'hui les 6-7 premières places, c'est une équipe qui fait le nombre et qui peut surprendre des grands parce qu'ils font un travail de fond avec un entraîneur de fond, avec des joueurs qui sont recrutés sur des datas, mais il faut rester à son rang, sinon on va prendre la porte en plein visage en fait. Très juste. Ils sont en train de commettre des erreurs stratégiques. Quand vous regardez les images, merci de les montrer, de les remontrer, vous voyez une défense où vous avez 3 joueurs en mouvement et un joueur statique. Ce ballon va passer au-dessus du joueur statique. Vous en avez un autre qui est sur les talons. Ça, quand vous vous appelez Brentford, vous ne pouvez pas commettre ça. Si vous êtes Manchester City ou Arsenal dans sa forme actuelle, si un joueur fait une erreur à un moment donné, vous n'allez peut-être pas encaisser. Mais dans des équipes comme Brentford, 2 erreurs sur une action, mais c'est but contre. Oui, effectivement. Et puis, il y a la mise en place aussi, Christian. On voit que cette équipe encaisse régulièrement dans la première demi-heure de jeu. 1 but dans le premier quart d'heure, 6 dans le deuxième. 6 dans le deuxième, ça veut dire en fait qu'on a commencé le match, on a une bonne mise en place, et puis 15 minutes après, il y a quelque chose qui s'effrite, et l'adversaire prend l'avantage. Regardez à nouveau, c'est toujours des équipes du bas de classement qui sont concernées par ce domaine et cette mauvaise qualité de mise en place sur l'ensemble de la première demi-heure. C'est Brentford, c'est Bournemouth, c'est Leicester, c'est toutes des équipes qui vont pas bien pour le moment, et donc ça veut dire qu'on court après le score. Alors, on l'a vu et on le verra encore, Liverpool, quand ils courent après le score, 10 fois sur 12, ils sont revenus. Mais eux, quand ils doivent courir après le score, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, il faut absolument gommer. Ben voilà un petit peu les caractéristiques. 17 buts encaissés quand même pour Brentford, c'est beaucoup, ils en ont marqué 16, donc la balance là elle est négative. Face à une équipe de Brighton qui nous avait enchanté du côté d'Anfield, 3-3 avec un triplé de Trossard qui nous a un petit peu déçus une semaine plus tard. C'était le 2e match de Désherbil, premier à domicile, ils sont battus 0-1 par Tottenham, mais ils ont eu des meilleures statistiques, plus de possession, plus de tirs cadrés, mais ça n'a pas suffi. Non, mais on a encore une fois une équipe
savait qu'elle ne resterait pas dans le top 4, mais on a une équipe très joueuse, avec un peu, à l'image de Brentford, quelques irrégularités. Et quand vous êtes une équipe de moitié de tableau, on va dire, ben, les irrégularités dans le collectif, vous les payez très très cher. Là, c'était... Bon, ils ont eu beaucoup d'occasions face à Liverpool, mais les 3 ballons de Trossard, c'est 3 ballons absolument merveilleux. Il ne va pas reproduire ça toutes les semaines. Oui, et puis ils ont joué face à une équipe qui va laisser beaucoup moins d'espace que Liverpool, qui joue le jeu d'emblée, qui prend 2 buts quasiment en contre dans le premier quart d'heure, qui aurait pu en prendre 3 ou 4. Tottenham, c'est jamais ça. Et quand ils marquent très tôt, comme ils l'ont fait, après, ils mettent le bus, pour citer José. Et ça devient très très compliqué pour Brighton de jouer en dominance placée. Ils ont peu d'arguments à faire valoir. Ils ont besoin d'espace et de pouvoir bouger. Et pour cela, ils sont peut-être plus à l'aise justement en déplacement du côté de Brentford. Et il y a un duo, Christian, qui est parmi les meilleurs actuellement. Parce que si on voit par exemple Kevin De Bruyne, Haaland, assist buts, c'est 4 buts ensemble. Assist de l'un, but de l'autre. Et on voit que Gross et Trossard ne sont pas très loin. Oui, c'est très important d'avoir des joueurs en forme dans des équipes comme ça. Et c'est vrai qu'ils font partie en fait du classement des meilleurs duos offensifs. Alors, ils font quand même partie du gratin parce qu'il y a quand même De Bruyne Haaland, De Bruyne Foden, Rodrigo Harrison qui était dans les 2 ou dans les 3 premières journées, qui là, ça s'estompe un peu, c'est normal. Et puis il y a Haaland, Foden. Et puis il y a juste derrière, au même niveau que Xhaka et Jesus, il y a Gross et Trossard. Maintenant, il y a une remarque quand même à faire par rapport aux 3 buts de Trossard contre Liverpool. Dans une équipe comme ça, je préférerais que Trossard marque 3 fois un but dans 3 matchs différents et distribue au moins 4 points sur 9 ou 5 points sur 9 que d'aller chercher un point à Liverpool qui va probablement rien changer dans leur classement. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir des paires différentes que les équipes qui sont toujours dans le haut de classement, comme Rodrigo et Harrison, c'est un peu de fraîcheur dans cette première ligue. Et eux, pour le moment, Gross et Trossard sont très performants et c'est bien. J'espère qu'on va encore les voir souvent cette saison. 5 buts et 1 assist pour Leandro Trossard, 3 buts, 2 assists pour Pascal Gross, un des duos intéressants cette saison. Un très très bon joueur. Mais vous enlevez Manchester City et 3 des duos là de City, vous avez quasiment le meilleur duo de Première Ligue. C'est quand même extraordinaire. On n'a pas encore vu Heung-min Son et Kane dans ce duo-là. Même s'il y a eu une passe. Ça vient. Oui, ça vient. On a vu hier en Ligue des Champions, ça revient. Ça s'en va, mais ça revient. Ça s'en va, mais ça revient. En tout cas, Brighton avait réussi le doublé face à Brentford la saison dernière. Ils vont essayer de continuer sur cette lancée avec une petite pensée pour Enoch Mwepu, ce joueur de Brighton qui a 24 ans est obligé d'arrêter sa carrière pour une maladie cardiaque héréditaire. 24 ans, c'est tôt. C'est affreux. Ouais. Mais bon, je suppose qu'il y aura quand même, je ne vais pas dire un hommage, mais quand même qu'il sera célébré du côté, en tout cas lorsqu'il y aura un match à domicile pour Brighton. Et on pense évidemment à lui, Enoch Mwepu. Voilà pour ce match, vendredi 21h, Brentford reçoit Brighton. On passe évidemment à l'affiche du week-end, c'est dimanche à 17h30 et c'est Liverpool qui reçoit Manchester City. When you envisage greatness, what do you see? The magic on the stage. If you want to beat City in the league, I think you have to be perfect. Liverpool, we're one of the best teams in decades. When I envisage greatness, we push each other a lot. I see If you want to beat us, you have to be close to perfect. all of it. Liverpool, Manchester City, c'est évidemment le duel de ces dernières saisons en Première Ligue. Ils se sont partagés les 5 derniers titres, 4 pour City, 1 pour Liverpool, mais on a eu des matchs fantastiques. La saison dernière, on a eu 2 fois un partage, 2 buts partout. Même si Liverpool avait gagné en Cup notamment, il y a eu le Community Shield en début de saison, on a à chaque fois des matchs exceptionnels. Oui, et mieux que ça, on a un chassé-croisé inouï. Jusqu'à la dernière journée, on ne sait pas qui va décrocher le titre de champion, à l'image de la saison dernière. C'est extraordinaire. Liverpool qui rate un titre à 1 point. C'est arrivé 2 fois face à City, 2 fois. d'ailleurs. Ou, quand on dit 1 point, c'est qu'il y a un ballon qui n'a pas franchi la ligne et ça se passe à quelques millimètres. Et donc, il faut quasiment que la goal line technologie intervienne pour savoir qui va être champion d'Angleterre. C'est plus le cas de figure aujourd'hui. Maintenant, on a une question, évidemment. Quand vous défendez aussi mal, on pense à Liverpool. Quand vous n'arrivez plus à avoir un clean sheet, un match sans encaisser de but, vous faites comment face à City aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. On va essayer d'y répondre. Je vous donne quand même le classement. Liverpool, Philippe, 10e
avec 10 points. Ils n'ont plus gagné depuis la fin août. Bon, c'est 3 matchs depuis, mais quand même. Face à Manchester, on l'a dit, deuxième avec 23 points. 13 points d'écart entre les deux plus grands rivaux dans la course au titre de ces 4 ou 5 dernières années. Vous savez, ce qui serait vraiment extraordinaire dimanche, c'est qu'ils abordent ce match comme ils l'ont fait les 4 ou 5 dernières années, à savoir en donnant tout, en prenant peut-être tous les risques cette fois-ci un peu plus, parce qu'ils doivent le gagner ce match. S'ils le perdent, on peut quasiment dire qu'il sort hors course du titre. Et du côté de City, vu la manière dont ils jouent depuis le début de la saison et depuis plusieurs années, ils vont tout donner, ils vont aller vers l'avant. Donc on ne peut que souhaiter que ce soit un match aussi extraordinaire que d'habitude, avec peut-être un peu plus de réussite pour Liverpool sur le plan défensif. Ils sont hors course du titre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui, maintenant, il y a une Coupe du Monde qui va peut-être tout changer, mais ils sont hors course du titre. C'est quand même la première fois depuis qu'on commente Liverpool qu'on a une équipe plus proche d'une position de relégable que du top 5. Vous imaginez de quoi on parle ici? Oui. C'est mathématique, c'est anecdotique. Oui, ils ont un match de moins. C'est anecdotique. Bien sûr qu'ils ne vont pas rester là. Le top 4 devrait arriver, mais quand même. C'est pas le premier trou d'air. On se souvient de ces matchs à domicile. C'était début 2021, l'année d'après-titre. La saison dernière aussi, ils étaient quand même à 14 points au mois de janvier avant de revenir à un point de Manchester City sur la fin. Avec 2 matchs ou 3 matchs de moins à un moment donné. Donc. Ouais. Et puis il y a les blessés. Il y en a encore eu quelques-uns le week-end dernier avec Alexander-Arnold, avec Luis Diaz. C'est pas la meilleure période non plus en termes médical, on va le dire comme ça. Bon, on va quand même essayer de comprendre pourquoi ça va aussi difficilement du côté de Liverpool, même s'ils ont été gagnés 1-7 du côté des Rangers, ça leur fait du bien, mais évidemment, c'est pas la même chose que Manchester City. Et Christian, on a constaté, et on fait le constat à chaque fois qu'on parle de Liverpool dans cette émission, ils encaissent à chaque fois le premier but de la rencontre, et d'ailleurs c'était le cas aussi chez les Rangers. Chaque semaine, on fait le bilan général de la semaine. On voit qu'il y a De Bruyne et Haaland qui progressent. Et puis chaque semaine, quand on fait Liverpool, on remet chaque fois la même infographie. Ils encaissent de nouveau les premiers. Ça fait sur les 12 derniers matchs de Première Ligue, en comptant les matchs de fin de saison passée, ça fait 10 sur les 12 derniers. Et là, cette fois-ci, ils ont pris une deuxième défaite. Vous regardez, chaque fois, je suis obligé de rallonger l'infographie pour pouvoir mettre une ligne supplémentaire. Voilà, on a de nouveau pris un but. Et là, c'était dans la première minute contre Arsenal. C'est vraiment pour se dire qu'on va se mettre en difficulté et on va pas le faire trop facilement. Et en plus de ça, ce que ça donne, c'est que le top 4 il s'éloigne en fait. Regardez cette infographie, si on montre ce tableau de droite et qu'on dit que c'est une équipe comme Brentford ou comme Brighton ou comme Crystal Palace, on dit bon allez, c'est pas mal, ils ont quand même gagné 2 fois cette saison. C'est l'infographie de Liverpool. C'est très étonnant, c'est comme ça, voilà, c'est 10 points avec 2 victoires, c'est surréaliste de voir ça à ce moment-ci de la saison. Bon, il y a eu des changements évidemment, des joueurs qui sont arrivés comme Nunez, il y a Mané, un joueur important qui est parti, mais on a l'impression que le talon d'Achille, c'est vraiment l'aspect défensif. 12 buts encaissés, vous allez me dire, c'est pas non plus énorme en 9 matchs, si je ne dis pas de pied, 8 matchs, en 8 matchs exactement. Mais par contre, on l'a dit, ils encaissent le premier but et ils se retrouvent souvent dans des situations très compliquées à gérer. On avait une tour, Van Dijk. On avait des joueurs de flanc qui, avant d'être des donneurs d'assist hors normes, étaient de bons défenseurs. Robertson est blessé, Alexander-Arnold aussi maintenant, mais dans une méforme. Et Alexander-Arnold a des déficiences encore défensives, mais c'est pas grave quand vous marquez 5 buts par match ou 4 buts par match. Ce n'est pas très grave. Là, ils sont sanctionnés tout de suite. Qui à côté de Van Dijk? On en a déjà longtemps parlé. Il y a eu les blessures, il y a eu des suspensions. Et donc, si vous avez un Van Dijk qui s'écroule, souvenez-vous, quand Van Dijk sort sur blessure face à Everton il y a 2 saisons et qu'il va faire 6 mois sans jouer, où en est Liverpool à ce moment-là? Où en est Liverpool? Il s'est déjà excusé, Van Dijk, de son manque de performance aussi à titre individuel, parce qu'en tant que capitaine ou vice-capitaine, c'est normal aussi de l'admettre. Donc les joueurs sont très, très conscients. Je pense qu'il y a un petit truc qui ne va pas dans le vestiaire non plus aujourd'hui. Oui. Ok. Bon, on montre souvent Alexander-Arnold après les buts, mais on a l'impression que Van Dijk est quand même le joueur qui peut aussi être la différence entre l'aspect défensif des dernières saisons et celui de cette année. Il y a d'autres aspects aussi. Ça avait déjà été frappant, encore une fois, sur les 3 finales qu'il joue la saison dernière, où il ne marque pas un seul but. Bon, là, ils en gagnent 2 quand même au tir au but. Oui, bien sûr, au tir au but, mais il ne marque pas une seule fois. C'est quand même un signe aussi déjà avant-coureur de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors maintenant, ça ajoute un problème défensif où on prend plus de buts dans les premières demi-heures, on va dire, globalement.
Est-ce que c'est la défense ou est-ce que c'est l'entrejeu qui est vieillissant aussi et qui ne parvient pas à compenser? C'est toujours une équipe qui va fort vers l'avant et au moment quand les ailiers montent très fort, il faut des joueurs pour venir compenser. Est-ce que Fabinho, est-ce que Henderson, qui sont blessés parfois, Thiago blessé, qui revient. Tout ça, ça fait beaucoup de problèmes à gérer en même temps et ils sont un petit peu dépassés. Et alors un truc je termine avec ça, ce qui est frappant symboliquement, c'est qu'ils vont gagner 9-0 contre Bournemouth et on se dit bon, allez, c'était un mauvais départ, maintenant c'est parti. Depuis lors, Bournemouth est passé devant eux au classement. C'est pas faux. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Et Klopp l'a dit, on cherche la solution, mais ils n'ont pas le temps de chercher. Ils jouent tous les 3 jours. Guardiola l'a dit aussi, on n'a pas le temps de travailler pour l'instant. Il avait essayé Arsenal en changeant un petit peu l'animation de son entrejeu. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a rien de plus fragile qu'une Formule 1. Hein. Ouais. Il faut qu'elle rentre souvent au garage. Et si vous ne trouvez pas, avec une 2 chevaux, vous pouvez aller partout. Il faut le bon carburant, il faut les bons mécaniciens, il faut tout, les bons pilotes. Et parfois, ça se règle au son, il y a l'intuition. Et là, peut-être il y a quelque chose qui ne se joue plus. Et un grain de sable. Alors, Christian, que disent les chiffres sur justement cet aspect défensif du côté de Liverpool? Les équipes qui jouent le titre, ça ne se joue pas offensivement. Offensivement, ils ont des joueurs performants. C'est exactement dans l'aspect défensif et dans la mise en place. Il y a quelques saisons, vous vous souvenez, on avait des problèmes avec Manchester City et c'était le même problème que Liverpool aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils prenaient des reconversions rapides, ils prenaient des ballons dans le dos avec Stones et avec Ake et compagnie, donc il y avait vraiment des problèmes. Ici, maintenant, Liverpool est confronté à ça. Sur 12 buts encaissés, il y a 5 buts qui ont été pris en face à face. Et le but qu'ils prennent hier, le 1-0, c'est pas face à face, mais c'est un passage très facile par l'axe avec une combinaison collective et un tir plus ou moins lointain. Donc il y a un vrai souci. Le souci, c'est la hauteur du bloc. Ça rejoint un peu ce que dit Philippe, c'est-à-dire qu'à un certain moment, si on décide de jouer haut, si on décide de passer par les flancs, si on décide d'être performant très haut chez l'adversaire, il faut à un certain moment pouvoir compenser pour ne pas se faire prendre dans la vitesse et dans le dos. Et c'est normal que le bloc équipe sera haut. Il sera toujours haut. Liverpool ne va jamais jouer bas, à part dans les top matchs peut-être. Mais sinon, ils vont être obligés de s'adapter à cette situation et il va falloir compenser. Regardez ici le but qu'ils encaissent. Il y a 7 ou 8 joueurs qui sont dépassés sur une passe. Voilà, ils sont dans un 3 contre 3 jusqu'au bout de l'action. L'action va même ralentir et il va pouvoir encore la donner dans le dos de la défense pour que Saka la glisse à 30 cm de la ligne. C'est quelque chose qui n'est pas possible à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment la clé de cette saison, c'est de pouvoir avoir un aspect défensif comme celui-là qui est résolu le plus vite possible. Alors, je vais mettre un petit peu de piment. Je vais un petit peu simplifier, même caricaturer. Les joueurs de Liverpool ne savent plus se retourner en jouant aussi haut. Mais c'est vrai. Ouais. C'est des crampons figés dans le gazon, c'est vrai. Et si vous perdez un tout petit peu de vitesse, si Van Dijk met un petit peu plus de temps à se retourner que la normale, parce qu'il y a peut-être un problème qu'on ignore aujourd'hui, ça change tout. Oui, ça change tout. Dans la tête aussi, ça va plus de la même manière. Donc on commence à se regarder, à dire c'est pas ma faute, c'est la faute de lui qui fait pas le travail. Et dans une équipe, quand ces mécanismes-là ne fonctionnent plus, et à Liverpool, c'était vraiment très très important que tout le monde soit sur la même page et avec la même intention. Ça, on le voit de plus en plus. C'est de moins en moins le cas. Alors évidemment, il y a difficile. beaucoup de suppositions. Cette défaite en Ligue des Champions a sans doute fait très mal en fin de saison. La deuxième place derrière City. On parle aussi des 7 ans de Jürgen Klopp. C'était le total à Mainz, c'était le total à Dortmund. Ça, c'est un petit peu compliqué sur la fin. Donc, le foot est cyclique de toute façon. C'est un petit peu tôt pour donner un avis et un jugement sur cette équipe de Liverpool. Oui, en même temps, ils nous ont offert un tel spectacle. Ils ont joué ces dernières années à un tel niveau. Vous imaginez un peu ce qu'ils ont donné comme énergie, le pressing qu'il y avait là, l'engagement total, la beauté des buts, à l'image de Salah. C'était exceptionnel. Vous fléchissez un peu, vous chutez directement dans cette compétition de la première, de la deuxième à la 10e place. Oui, parce que donc on ne voit que ça. Les autres dans le dos, ils essayent de... Oui, c'est comme un hématome sur le nez. Vous avez le nez tout rouge, on ne voit plus que ça. Mais en attendant, si on regarde l'ensemble de ce qui s'est passé là ces dernières saisons, on peut admettre que par moment, ce soit rien plus compliqué, qu'on ne trouve pas la solution tout de suite. Ouais. Heureusement pour Liverpool, Christian, il y a toujours l'aspect offensif. On l'a vu avec les 7 buts notamment marqués du côté des Rangers. Il y a eu 9 buts face à Bournemouth. Là, ça semble quand même être plutôt dans la continuité, même si les joueurs ont changé, avec quand même des nouveaux venus comme Nunez ou comme Luis Diaz il y a quelques mois.
Oui, même s'ils ne parviennent pas encore à résoudre ce problème du jeu rapide, ils sont toujours performants sur les phases arrêtées. Ils n'ont pas encore eu de pénalty cette saison. Enfin, en tout cas, ils n'en ont pas marqué en Première Ligue. Mais par contre, ils ont 6 phases arrêtées, 6 corners. Donc, c'est les meilleurs dans ce domaine-là. Et c'est 6 joueurs différents puisqu'il y a un but contre son camp aussi d'un joueur adverse qui a permis de marquer un corner. Voilà, ils sont là, ils sont dans le petit rectangle, ils sont forts de la tête, ils sont forts au cordeau. C'est un atout très important, surtout dans un match du top. C'est peut-être une phase arrêtée qui va faire la différence. Et en tout cas, là, on va le voir sur les images. Ben voilà, il y a Van Dijk qui vient, peut-être au point de pénalty. C'est quand même un geste difficile à réaliser. Mais voilà, ça fait du bien. Il y a quand même eu deux ou trois qui étaient contre Bournemouth. Donc, il faudra quand même essayer d'être performant dans d'autres matchs aussi. Mais voilà, les deuxièmes ballons, même un troisième ballon ici, ça c'est une arme qu'il faut utiliser dans le football d'aujourd'hui et ils le font depuis plusieurs saisons. Mo Salah, 3 buts en 6 minutes mercredi soir du côté des Rangers. C'est peut-être le déclic. Oui, on retrouve un Mo Salah qu'on connaît bien. Ouais. On sait que le match commence, Salah va marquer au moins un but. C'était comme ça avant. Oui. Donc, il sortait aussi d'un match terriblement frustrant contre Tomiyasu à Arsenal, où il avait été muselé par le Japonais qui ne joue même pas de son côté. Oui, il n'avait pas terminé le match d'ailleurs, ce qui est quand même étonnant. C'est quand même Mohamed Salah, meilleur buteur plusieurs saisons en Première Ligue. C'est la preuve que si on met bien en place les choses et qu'on met le bon joueur pour le contrôler, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'était pas le cas chez les Rangers hier. On verra qu'à City, il y en a quelques candidats quand même pour le museler aussi. Et puis il faudra suivre Firmino, parce que ça c'est le joueur qu'on n'attendait plus du côté de Liverpool avec l'arrivée des autres. Lui, c'est le meilleur buteur. Il a encore marqué hier. Oui, et on l'attend aussi ailleurs. Il a des propositions intéressantes. On verra en janvier ce qui va se passer avec lui. Alors, Manchester City, on en parle évidemment non, on n'en parle toutes plus. les semaines. Ce n'est plus la peine. On a parlé d'Haaland à de nombreuses reprises, mais Christian voulait revenir sur quelque chose qui fonctionnait tellement bien la saison dernière, ou sur les 2 dernières saisons, où ils sont champions, et Haaland n'était pas encore là, mais qui fonctionne encore aujourd'hui d'un point de vue offensif. Ça ne change pas. On va dire que l'approche offensive ne change pas, qu'Haaland soit sur le terrain ou pas. Non, je crois que les principes de base sont là et lui il vient juste s'ajouter dans le système et il s'est adapté très vite, donc il est très productif, c'est génial. Et donc on va le voir sur l'infographie et puis sur les images, il y a cette fameuse, les centres dans la zone optimale. Alors je l'ai mis en vert pour qu'on le voit bien, c'est cette zone en fait qui est un peu à l'intérieur. Comme disait dans la préparation avec Serge, on parlait des half space, mais c'est des half space dans la dernière zone. Et j'ai mis en orange tous les centres qui ont été à l'origine de but dans la zone optimale. Et là, c'est formidable parce que on va le voir sur les images, il y a une construction qui se fait et on voit vraiment que les joueurs ont cette envie de trouver cette zone. Donc, ils viennent pénétrer ballon au pied par le centre, fixé. Il y a un joueur qui vient en relais appui, il y a un ballon qui va légèrement sur le flanc, voilà, on le voit à l'intérieur, puis un ballon qui est donné sur l'extérieur, et puis Haaland qui se met en route au moment où De Bruyne fait la passe vers l'extérieur. Donc on sent qu'il y a quelque chose de travaillé, il y a un timing, il y a quelque chose de fabuleux. Voilà, il y a le 1-2, c'est génial, ça c'est un vrai travail d'entraînement. Je pense qu'on peut vraiment s'inspirer, tous les jeunes, tous les gens qui sont des fous d'académie, de travail, de formation. C'est vraiment des choses à voir et à revoir parce que c'est tellement facile, c'est au sol, ça va vite, et ce sont des gestes techniques qui sont pas compliqués, mais il faut les faire dans le bon timing. On a vraiment l'impression que ça fait partie de l'ADN du travail technique de Guardiola. Et s'il y a bien une zone qui est difficile à défendre aussi. Oui, s'il y a bien une zone où on peut aller chipoter, travailler et ennuyer l'adversaire, c'est vraiment celle-là. Je veux dire, le foot, c'est aussi de l'intelligence en mouvement. Et donc, quand vous avez un coach intelligent avec une programmation technique et tactique intelligente, vous faites danser votre adversaire. Oui, effectivement. Ça, c'est d'un point de vue offensif. C'est quelque chose de récurrent, mais qui fonctionne, qu'Haaland soit là ou pas. On va dire que l'aspect, la philosophie, l'approche est la même. Et on va faire une comparaison, Christian. On a vu du côté de Liverpool les difficultés défensives, et on voit que du côté de Manchester City, là, on a toujours la même rigueur, on a aussi toujours la même efficacité. Des équipes de ce rang-là, on ne peut pas les comparer sur l'aspect défensif, sur le jeu dominant placé, parce qu'ils sont rarement pris en défaut dans ce domaine-là. Donc, on doit aller observer et comparer l'aspect rapide, le jeu dominant rapide, la reconversion rapide, et puis après, donc, les face-à-face, finalement, puisque on l'a vu avec Liverpool, c'est problématique. Et là, sur les 12 buts encaissés par Liverpool avec un match de moins, un match de moins et les 9 buts encaissés de Manchester City, City ne prend
prend que 2 buts sur jeu dominant rapide, Liverpool en prend 3. En reconversion rapide, c'est 0. Liverpool en prend 3. En face-à-face, c'est 0. Et Liverpool en prend 5. Donc on voit vraiment que les problèmes que Guardiola avait il y a 2 ou 3 saisons, ils ont disparu. Et maintenant, Liverpool est dans cette phase-là. Et il faudra absolument rectifier ou diminuer ces chiffres-là, parce que sinon, on ne pourra jamais résorber le retard qu'il y a entre les deux équipes. Ça, c'est vraiment la différence avec 2 équipes qui ont un jeu dominant, donc qui ont une ligne défensive très haute, mais il y en a apparemment une des 2 qui sait se retourner, l'autre plus. Non, mais ça, c'est un schéma hyper inquiétant. Hein. Ouais. Si je suis dans la peau de Jürgen Klopp et que je regarde ça, je me dis comment je vais faire entre un match de Ligue des Champions, mes stats qui sont là, qui existent, et le match qui arrive dimanche, comment je fais? Mais ça va être intéressant. Oui, effectivement. Bon, tout pointe en tout cas vers le favori Manchester City, mais c'est Anfield et cette équipe de Liverpool. Bon, on dit toujours qu'un grand boxeur a toujours un dernier gros combat en lui. Oui, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre à ça. Est-ce qu'il y a des boxeurs qui aiment bien ramasser les premiers coups? Il y en a peut-être qui ont besoin de se faire chatouiller un peu la mâchoire avant il y a des moteurs diesel, mais bon, vaut mieux quand même les éviter, les coups. Qu'est-ce qu'on fait si c'est 0-1 après 8 minutes? Il y a aussi un aspect physique dans le jeu de City, je trouve que ça m'a frappé encore ce week-end avec Cancelo. Au départ, on vous annonce une défense à 4, mais c'est jamais vraiment une défense à 4, sauf quand ils sont en perte de balle. Et c'est très rare. Ça, c'est la théorie. Hein. C'est la théorie, bien sûr, mais dès qu'ils ont la possession de ballon, Cancelo, il est quasiment attaquant. Le premier but, on l'a vu, c'était dans les plus beaux buts de la semaine. Il part du milieu de terrain, tout seul, il va là-bas, c'est un défenseur. Donc il y a cette capacité aussi à être présent sur les rares fois où ils sont pris dans du jeu rapide et à intervenir de manière efficace. Et Cancelo, c'est un joueur extraordinaire de ce point de vue-là, techniquement, mentalement, physiquement et tactiquement. À Liverpool, ils n'ont pas ça pour l'instant sur les flancs, je pense. En fait, on a un face-à-face entre une équipe complètement organisée, qui n'a pas de réelle faille, Christian vient de nous le montrer, et une autre avec des points forts, mais quelques failles. Et donc, on n'est jamais aussi bon qu'en travaillant ses défauts, pas nécessairement ses qualités. Il va vraiment falloir, et si Klopp a la réponse, si les joueurs ont la réponse, de travailler leurs failles face à un modèle, ok, on va avoir un grand match. Un grand match, un match fascinant en tout cas dans la préparation, et on le vivra évidemment ensemble dimanche à partir de 17h30. Voici d'ailleurs les rendez-vous de ce week-end. On commence, on l'a dit, vendredi soir. Ah bah cette fameuse affiche, Brentford-Brighton, Leicester-Palace. Qu'est-ce qu'on dit sur Leicester? On s'incline déjà? On s'inquiète. On s'inquiète. Fulham-Bournemouth, Tottenham-Everton. Bah, écoutez, les Toffees doivent aller chercher quelque chose à un moment donné. Bah, vous le voyez, il n'y a pas de goal sauf 2D samedi. Non, pourquoi, dimanche. Philippe? C'est dimanche. C'est dimanche. Les 4 matchs en même temps dimanche. Ça commence 1 heure plus tôt aussi. C'est à partir de 15h, donc présenté de 14h45. Et on suivra Arsenal, évidemment, puisque derrière, il y a le choc entre Liverpool et Manchester City. Pour voir si Arsenal parviendra à conserver d'office la tête en gagnant le match qu'il joue à ce moment-là. Vous terminez un match, vous montez dans le bus et vous repartez... On peut se reposer lundi. Non, lundi à l'Odéo. Oui, nous on ne se repose pas, mais eux non plus. Oui, à peine le décrassage effectué, ça repart. On enchaînera avec la 12e journée, mardi, mercredi, jeudi. Il y aura encore évidemment les rencontres à suivre sur Vous Sport World. Et bien voilà. Rendez-vous dimanche pour ce gros match. Est-ce que Manchester City va prendre définitivement le pouvoir dans cette première ligue ou pas? Il y a pas mal de choses à voir et à vivre. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Que voici, que voilà. Et on vous donne évidemment rendez-vous. Bruno, vous serez aux commentaires de cette rencontre. On est prêt, on part à l'échauffement là. On vous retrouve dans Goals of the Day. Oui, Brighton-Brentford aussi, ce sera pour et moi. Brighton-Brentford. On suivra, c'est Arsenal, c'est Leeds-Arsenal, je pense. C'est Leeds-Arsenal. Leeds-Arsenal qui sera le fil rouge de Goals of the Day. Et puis Christian, on le retrouvera évidemment jeudi prochain. Et là, vous serez même sur le plateau. On va vous inviter. Ah oui, je reviens là juste pour passer ce moment avec vous. Eh bien, ce sera toujours un plaisir. On vous souhaite un excellent week-end avec ce gros match, cette belle affiche, ce Super Sunday. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Starts under the Friday night lights as Brentford welcome Roberto De Zerbi's Brighton to West London. Then on Saturday it's over to North London as Antonio Conte's Spurs host Everton at the Tottenham Hotspur Stadium. On Sunday, Eddie Howe and the Magpies head to Old Trafford to take on Manchester United. And finally, it's a monumental clash at Anfield as Liverpool take on Manchester City and the red-hot Erling Haaland. It's another massive week in the Premier League.